Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Aujourd'hui, je suis ravi d'être invité par Virgile Ringard, fondateur de Figures ou Figure. Alors je sais qu'il y a plusieurs manières de prononcer. Tu vas revenir dessus. Dans tes nouveaux superbes locaux parisiens, pas loin de la place de la République. Je crois que c'est exactement, ça. très proche. Je donne pas l'adresse précise, mais en tout cas un grand merci pour ton invitation et de me consacrer un peu de temps à cette interview. Merci à toi. Virgile, écoute, moi j'aimerais savoir un petit peu qui tu es, ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie pour créer Figures. Ouais, superbe question. Des fois je me la pose souvent. Parcours un peu particulier de ma part parce que ma première passion, mon premier amour, moi, c'était l'informatique et le développement. Donc j'ai fait des études. J'ai commencé dans les études en informatique. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis réorienté. Non pas que j'aimais pas l'informatique, mais j'aimais pas la nature que je percevais comme une nature solitaire de l'informatique, du développement. Et je suis allé vers les RH, vraiment improbable, pour des raisons improbables. Et j'ai fait un master 2 en ressources humaines. Ah ouais, t'as eu un diplôme en RH. Ouais, t'as repris tes études du coup après en fait, j'avais juste au final un bac plus 3 en dev, en maths informatique. Ouais, okay. Et à ce moment-là, au lieu de continuer dans ce... Ah oui, d'accord, t'as bifurqué. Ouais, exactement. J'ai dit, en fait, dès ce moment-là, j'ai réalisé... J'aurais aimé voir la tête des profs qui te vont arriver en disant, mais vous avez un bac plus 3 en RH? Alors non, du tout. Ouais, exactement. Et donc, mais ça faisait une bonne diversité dans la promo RH de... Ouais. Et puis de manière générale, en fait, c'est marrant parce que c'est pas un job qui doit être fait forcément par des gens qui ont fait des études littéraires, des études de droit, etc. Et au contraire, je trouve que souvent dans les RH, les gens qui ne viennent pas des RH amènent une diversité intéressante dans ce monde-là. Mais bref, c'est un autre sujet, un autre aparté. Je finis mon master de RH, commence dans... En fait, mes premiers jobs, c'était vraiment dans des domaines qui avaient du sens vu mon parcours. Premier job, c'est la rémunération. Chez ST Microelectronics, que tu connais bien. Eh oui, chez qui j'ai travaillé aussi, ouais, c'est marrant. Ouais, à Rousset, près d'Aix-en-Provence. J'ai adoré. Et j'ai vu sur la Sainte-Victoire. Exactement. Quel beau bureau. Et en plus, moi, originaire d'Aix-en-Provence. Donc t'es originaire d'Aix, toi? Exactement. D'accord, ok, ça Et donc, parfait pour moi. J'ai adoré la rémunération. Mais je me suis fait embarquer dans les bagages de un de mes premiers grands managers qui était Alain chez Technip, qui m'a dit viens, je vais faire du SIRH chez Technip, est-ce que ça te dirait de venir avec moi? Et pareil, SIRH, vu le background informatique plus RH, c'était assez simple et c'était génial. Pendant 3 ans, on a mis en place plein d'outils RH différents au niveau groupe, de gestion des talents, du recrutement, de plan de succession, etc. C'était vraiment génial, mais je me suis dit ok, est-ce que je retombe pas un peu dans l'informatique? Est-ce que j'ai pas fait un master de RH pour faire des vrais RH? Et donc je me suis dit il faut que je fasse du vrai RH parce que c'est d'aller sur le terrain en tant que RH ou exactement. Ouais. C'est exactement ça. Et en fait, au lieu de le faire en France, j'ai eu l'opportunité chez Technip qui est vraiment une super belle boîte, d'aller le faire en Australie. Ah oui. Okay. Donc je suis parti 2 ans et demi, j'ai fait responsable RH sur le terrain en Australie, à gérer du recrutement, de la mobilité, des gestions de performance et tout. Et en plus, je suis arrivé sans que je sache, je suis arrivé pas prisonnier de ton code du travail français en plus quand exactement. Mais à apprendre un nouveau code du travail, une nouvelle culture, ce qui était honnêtement super intéressant et pas simple en tant que RH d'ailleurs. D'accord, ok. Je pense parce que l'élément culturel quand on travaille là-bas est pas sous-estimé et ça a été vraiment un des temps d'adaptation dans l'approche à la gestion de la performance, au recrutement, au rapport au travail. C'est venu avec son lot de difficultés, mais super enrichissant. Sauf que, comme toujours dans ces situations-là, je suis arrivé au moment où l'entité qui était à 700 personnes on a dû diviser les effectifs par 2. Donc sans le savoir, je suis arrivé au pic d'une espèce de bulle. Et donc j'ai eu beaucoup de travail de plan de départ, etc. Très formateur aussi, dur, mais très formateur. Je suis revenu en France, je me suis dit, ok, j'ai envie de continuer RH, j'aime bien ça, mais j'ai envie de le faire dans un domaine qui me plaît, plus que l'oil and gas à l'époque, etc. Et je suis allé chez Criteo, qui était une boîte tech. À l'époque, franchement, je pense... Tu peux expliquer Criteo pour nos amis RH qui connaissent pas forcément tous Criteo. Criteo, c'est une super belle histoire. Criteo, c'est une des plus belles histoires de l'entrepreneuriat français.
cofondé par 3 personnes qui ont fait une boîte de reciblage publicitaire. Donc évidemment maintenant le ciblage publicitaire, la pub, c'est quand même moins sexy, mais technologiquement c'est une des plus belles boîtes françaises. Ils sont vite exportés aux US, ils sont allés se lister au Nasdaq aux US, et donc c'est une vraie succès à la française, une boîte qui se développe, qui finit par rentrer en bourse au Nasdaq, à sonner la cloche à New York. Super histoire française et super boîte tech, super culture tech. Franchement, à l'époque où j'ai rejoint Criteo, c'était peut-être la plus belle boîte tech, je pense, en 2013, etc. Et tes défis RH dans cette structure, c'était quoi? C'était attraction, rétention des meilleurs talents. C'était vraiment l'objectif. C'est moi, quand je suis rentré, j'étais juste responsable RH d'une partie des équipes tech. Alors en France et aux États-Unis. Et c'était comment on attire et on retient les meilleurs talents possibles, quoi. Très profil tech, profil data. Tech, data, produits, chercheurs. On avait beaucoup de recherches, beaucoup de recherches chez Criteo. Beaucoup de mathématiciens, etc. Super intéressant d'un point de vue RH, comment l'attraction de ces profils-là, la gestion de la performance, le concept de performance sur des chercheurs, en fait, qui travaillent sur des trucs à cycle incroyablement long, qui doivent essayer beaucoup de choses avant de réussir. Enfin, l'évaluation de la performance avec des chercheurs, c'est vraiment un sujet RH. Et oui, on va pas leur mettre des rémus variables comme des bizdev. Exactement. Le mois prochain, t'as fait tant et exactement. Voilà. C'est vraiment, c'est assez fascinant. Donc, j'ai fait ça j'ai fait ça, en fait, rapidement. Je suis arrivé et j'ai été responsable du recrutement tech. Et c'était une vraie machine là-bas. C'était 17-18 personnes. Le recrutement tech, et après DRH de toutes les équipes tech entre la France et les États-Unis, ça faisait 800 personnes à l'époque, mais donc que des profils tech. Donc Criteo, j'ai vraiment que géré des équipes tech. Et en fait, à l'époque, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une petite startup qui s'appelle Comet, qui venait de se lancer à l'époque, et j'ai été beaucoup tenté par l'expérience d'être DRH d'une boîte très très tôt, feuille blanche. T'avais quel âge chez Comet? Je sais plus, j'avais 30. Ouais, donc c'est donc et t'arrives avec une boîte en plus qui monte vite, quoi. Ouais, exactement. Je pense que c'était ça. Si, c'était à peu près ça. Un peu plus 32, 33 peut-être. Et le côté feuille blanche en RH, du côté, en fait, plutôt que d'arriver dans une boîte avec déjà des processus en place. Et en fait, il y a une certaine forme d'inertie en RH. Parce que ce qui me frustrait un peu, même une boîte tech comme Criteo, qui est en pleine croissance, avec beaucoup de moyens, on est dans une fonction où, de manière inhérente, je pense, il y a une aversion au risque. Parce que toute l'innovation peut venir avec son lot de risques. Et si ça marche pas, et si les employés sont pas contents, et si on s'ouvre à des risques légaux. Et donc, même dans une boîte qui était une boîte à un degré d'innovation énorme, j'avais quand même des frustrations des fois de la lenteur de changement de process. Et donc, d'arriver dans une boîte où, en fait, tout est possible. Les salaires peuvent être transparents. On en parlera. Le processus de recrutement là-bas, ça se finissait par 2 jours où les candidats venaient passer du temps 2 jours à voir comment se passait la vie chez Comet. Génial. Donc, ils venaient pas à être testés. Ils venaient, ils parlaient avec les gens. Voilà. Exactement. Et tu vois, tester ce genre de choses, c'est quand même pas donné. Et si j'avais voulu mettre en place chez Criteo, jamais ça aurait été faisable. D'accord. Et je pense qu'en fait, je suis allé là-bas chez Comet. Et il y a 2 choses qui se sont passées. Je pense que déjà, ça m'a ouvert à l'idée de l'entrepreneuriat, parce que ce qui était très beau dans la culture Comet, c'est qu'ils mettaient un vrai accent à embaucher des ex-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui avaient créé des boîtes. Et tout type de boîtes. Il y en avait un qui avait lancé sa marque de sneakers, tu vois, d'autres de vinyle, d'autres de boîtes à musique. Enfin, tout le monde, il y avait plein d'ex-entrepreneurs. Ou de futurs entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on recrutait des gens, on disait, tu veux monter ta boîte dans 2 ou 3 ans, mais en fait, ça va être une bonne école pour t'apprendre à faire ça. Ouais. Et en fait, moi, je me suis toujours dit que je monterais jamais de boîte. C'est-à-dire qu'avant Comet, je me suis toujours dit, jamais je monterai de boîte, c'est pas fait pour moi. De toute façon, les entrepreneurs, les gens qui montent des boîtes, c'est une espèce à part. Et en plus, je sais pas à quel point j'étais biaisé par le fait que la RH soit une fonction support, mais je me suis toujours dit, je suis là pour supporter des leaders, mais jamais pour en être un. Donc vraiment, à l'époque, je disais, mais jamais de ma vie, j'aurais signé avec mon sang, je ferais ça. Et déjà, ça a commencé à changer ma perspective sur l'entrepreneuriat, d'être entouré de gens qui ont essayé, qui ont échoué, qui ont fait autre chose, qui vont y retourner. Et la deuxième chose, je pense, qui a pas mal changé, c'est qu'en fait, j'ai été confronté à un problème immédiat autour de la rémunération qui était, j'ai pas de données de marché. Il n'existe pas de référentiel données marché dans le monde des startups. Et je peux pas faire ma politique salariale de manière juste et efficace si j'ai pas de données de marché, en fait. Ouais, et puis t'es sur un marché parisien. Exactement. Incroyablement dynamique. Un truc de fou, quoi. Exactement. Et c'était de la négociation permanente. Ouais. Et moi, s'il y a vraiment un truc, par contre, que j'ai gardé, et d'ailleurs, j'ai gardé depuis mon master, mon sujet d'études, de fin d'études en RH, c'était l'écart salarial homme-femme. Ah oui, donc très tôt, t'as été sur ces sujets. Ouais, et j'étais fasciné par un des. Ouais, exactement. J'étais quand même très rémunération, et c'est l'impact de la négociation dans les écarts de salaire homme-femme. Est-ce qu'on sait qu'il a été prouvé par des dizaines d'études, plus il y a de la place à la négociation, plus comme les hommes négocient plus, et en moyenne obtiennent plus qu'ils demandent, ça crée des écarts de salaire. Et de manière indépendante, je me suis dit, si je suis dans une situation par manque de données de marché, je finis par négocier tout le temps, je sais que je crée des biais. Homme-femme, mais même des biais ou un truc que j'aime pas en RH qui est
quand tu tombes dans la négociation, tu donnes raison à ceux qui gueulent le plus fort. Ouais. Et donc, de manière insidieuse, sans vous le vouloir, tu vas créer un écart Exactement. homme-femme chez Comet, alors que c'est pas ton objectif du tout. Exactement. Je me dis, je viens. Et en toute bonne foi. Et en toute bonne foi, je viens pour créer un truc feuille blanche, le meilleur pratique RH possible, avec une équipe de cofondateurs qui viennent très tôt chercher quelqu'un d'assez expérimenté, parce qu'ils étaient 20. Tu vois, donc chercher quelqu'un qui a autant d'expérience qu'on était 20. Ils ont dit, mais nous, c'est le plus important, la culture et les gens. Tu vois, c'était très beau ça. Et t'as un budget, genre, fais ce que tu veux, c'est le plus important. Et je me dis, si je commence déjà à avoir des pratiques qui créent de la discrimination, alors que j'essaye de pas réinventer le monde des RH, c'est vachement pompeux, mais de faire des choses un peu justes, ben, je me suis dit, il y a un problème. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais essayer de tacler ce problème de manque de données de salaire. Je suis allé parler à quelques DRH en disant, vous avez pas marqué, pas de données de salaire. Et si je montais quelque chose où je vous bandais vos données de salaire et j'agrégeais tout ça. Il y a des enquêtes qui existent, il y a des cabinets de recrutement qui tous les ans pondent leur bouquin avec les enquêtes, mais Ouais, je sais pas. Alors, c'est un peu bullshit ou? Non, mais il y en a certaines. Alors, pour le coup, pour en reparler à quelqu'un qui était en charge de faire des enquêtes d'un cabinet de recrutement, il me disait, on pouvait jouer aux fléchettes dans une salle, on mettait des trucs, et de toute façon, c'était juste pour faire de la génération de trafic sur notre site et faire de la génération de leads, quoi. Il y en a d'autres qui étaient un peu plus sérieux, et les acteurs historiques de cabinets de rémunération, avec lesquels moi j'ai travaillé toute ma vie, ils n'arrivaient pas à rentrer dans le monde des startups. Et ils étaient trop chers, pas assez adaptés au monde des startups, donc ils n'avaient pas de données. Comme ils n'avaient pas de données sur les startups, ils n'arrivaient pas à vendre aux startups, tu vois, c'est le cercle vicieux, quoi. Oui. Et j'ai essayé de me lancer là-dedans. J'ai eu une douzaine de boîtes prêtes à se lancer sur la V1. Et ça, c'est septembre 2020. Et octobre 2020 sort ce premier benchmark des salaires en startup avec 14 boîtes, ce qui n'est pas énorme, mais tout de suite ça amène un peu de données, et tout de suite ça amène 10 boîtes de plus, puis 10 boîtes de plus, puis 10 boîtes de plus, et ça nous amène... Et le bouche à oreille va assez vite en fait. Exactement. D'accord. Genre, en fait, nous aussi on a envie de participer, mais là, à ce moment-là, très vite, je me suis dit, il y a quand même un autre problème que j'ai eu dans toute ma carrière, pas que chez Comet. Donc chez Comet, c'était vraiment le manque de données. L'autre problème que j'ai eu toute ma carrière, c'est en fait, je comprends pas pourquoi j'ai passé tout mon temps dans la rémunération sur des fichiers Excel. Je sais pas toi tu l'as vu dans ta carrière. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le recrutement en 2008. On avait une boîte mail partagée, on s'envoyait des PDF et tout. T'as connu ça? Avec des ça existe encore dans certaines boîtes. Ouais, ça existe encore. J'ai fait les entretiens de performance en papier, où on scannait les entretiens de performance. Pareil. Mais en fait, tu regardes ces deux trucs-là. Enfin, au bout de quelques années, d'un seul coup, tu utilisais des outils de recrutement, des ATS. Tu utilisais des outils de gestion de l'évaluation de la performance. Et quand il s'agissait de la rémunération, en fait, tu regardes la plupart des boîtes maintenant, elles bossent de la même manière qu'elles bossaient il y a 20 ans, en fait. Ouais. Tu as des données de marché qui arrivent une fois par an sur un PDF, tu les mets dans un fichier Excel et tu fais toute ta politique de rémunération dans les fichiers Excel. Et ça, j'ai jamais compris. Et même chez Criteo, où à l'époque, franchement, on avait un budget énorme en RH, on en a marre de faire nos entretiens annuels, évaluation de salaire, réévaluation annuelle de salaire, pardon, j'y arrive. On le faisait avec 800 fichiers Excel. Un fichier Excel par manager protégé par mot de passe. Et on s'est dit, on va trouver un outil. On a cherché, on n'a pas trouvé. Truc de dingue à gérer. Et je me suis dit, ok, pourquoi est-ce que... En plus, protection des données zéro, risque d'erreur humaine important. Et des fichiers Excel qui traînent dans la nature. Ouais, des fuites possibles. Exactement. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi tous les domaines des RH ont évolué et pas la rémunération? Donc, au-delà des données, le figure, la deuxième raison, ça a été d'essayer de faire un outil. Et à ce moment-là, j'ai trouvé mon cofondateur, qui nous écoute peut-être un peu plus loin. Et on s'est lancé, on a commencé à faire un outil. Donc on a fait un outil de benchmark pour commencer, et depuis on a fait un peu plus, mais c'est ça l'histoire de Figure. Ok. Et alors tu t'as déjà répondu sur des podcasts, mais pourquoi ce nom, ce nom Figure? Parce que la réponse je la connais pour le coup, mais je la trouve intéressante parce que c'est malin et ça va dans tous les sens. En plus, en France, à l'étranger, c'est parfait. Ouais, ce qui était incroyable. Donc tu la connais la réponse, j'aimais bien le fait de représenter dans le monde de l'entreprise l'espèce de dualité qu'il y a autour des salaires. Les salaires, c'est des chiffres, c'est 35 000 euros brut annuels, mais derrière tout ça, c'est des personnes, et c'est tout ce qui va avec. C'est des attentes, c'est des craintes, c'est l'attente de la valorisation de qui on est en tant que personne au travers du salaire. J'ai pas été assez augmenté, est-ce que je suis payé plus ou moins que mon conjoint, ma conjointe, mon copain, mon camarade de classe? Et donc en fait, les salaires, c'est à la fois des nombres, des chiffres, et à la fois des gens qui se cachent derrière avec tout le poids que ça peut avoir. Est-ce que je suis traité de manière équitable, etc. Et donc, ce qui est bien, c'est que le mot figures, donc en anglais, ça veut dire des chiffres, des indicateurs annuels. Et figures en anglais, figure, ça veut dire une silhouette. Et en français, figure, le visage, etc. Donc, j'aimais bien le fait qu'un mot puisse représenter la dualité entre c'est des chiffres, mais non, c'est aussi des gens, des silhouettes, des visages. Et donc, ça, c'est assez bien trouvé. C'est plutôt malin. Alors, si on vient très vite sur l'argent, t'es ok avec moi que l'argent, c'est encore un sujet tabou en France dans les boîtes. Clairement. Voilà. Comment est-ce que, à votre échelle, vous essayez de lutter contre ce sujet?
Ouais, non, alors c'est une super question. Déjà, oui, c'est tabou. Nous, on demande à nos clients quand ils s'onboardent sur Figure, donc on a 1200 clients un peu partout en Europe, quel degré de transparence vous avez. Et quand on regarde les résultats par pays, en fait, dans tous les pays qu'on a, que ce soit les pays d'Europe, c'est globalement en Europe, hein, donc Angleterre, Espagne, etc. Les pays les plus secrets sur l'argent, c'est l'Allemagne, donc là, le plus secret. Le deuxième plus secret, c'est la France. Ok. Tu vois, un côté culturel énorme comparé au UK ou aux pays nordiques. Aux pays nordiques, souvent, qui sont plus ouverts. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Ben, en fait, on essaie de pousser les gens vers plus de transparence, les entreprises clientes, mais on ne peut pas le faire à leur place. Tu vois, ça va être un choix conscient de vouloir y aller. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a quand même sorti une étude il y a quelques mois, et on est d'ailleurs en partenariat avec une chercheuse de l'étude de Paris-Saclay pour le montrer et sortir un papier autour de ça, que plus les entreprises sont transparentes, moins il y a d'écart de salaire homme-femme. Et ça, on l'a montré avec nos données. Okay. Et donc, on a montré que entre les entreprises qui sont complètement opaques, les entreprises qui sont complètement transparentes sur les salaires, même les salaires individuels, comme c'est le cas chez Figure, ce qui n'est pas forcément la vision idéale de ce que devrait faire une boîte, on peut en reparler, oui. Mais on montre qu'il y a une corrélation claire, plus l'entreprise est transparente, moins il y a d'écart de salaire homme-femme. À poste égal. Ok. Et donc ça, déjà, on veut essayer de montrer, en fait, on veut pousser les gens vers plus de transparence, ça amène plus d'égalité et moins d'inégalité. Et deux, en fait, de manière assez pragmatique, et il y a de plus en plus d'études qui le montrent, plus il y a de transparence, et plus les premières entreprises à être un peu plus transparentes. Et souvent, les gens, quand on parle de transparence et salaire, s'imaginent la transparence ultime de publier les salaires de tout le monde. C'est au mur, là. Exactement. Dans la salle de pause. Exactement. Et c'est pas, nous, c'est ce qu'on fait, parce qu'on veut tirer, on veut être dans les pionniers, on veut être comme Lucas que tu as reçu, etc., dans les pionniers, si personne va tenter ces expériences-là, personne ne le fera. Mais pour autant, c'est pas forcément ce que je conseille à toutes les boîtes. Par contre, ce que je conseille à toutes les boîtes, c'est d'être plus transparent sur c'est quoi notre politique de rémunération, à qui on se compare, voir de toute façon ce qui va arriver au niveau légal, publier les fourchettes de salaire sur chacun des postes. Les premières entreprises qui vont faire ça, elles vont avoir une meilleure marque employeur. Et donc là, celles qui innovent maintenant, qui vont innover demain, elles vont en tirer plus de talent, elles vont retenir plus de talent. De toute façon, c'est déjà concret parce que tu vois, je discutais avec Hello Work, que tu connais bien forcément, et il me disait qu'aujourd'hui, ils le voyaient clairement en data, ils avaient 40 à 50% de candidatures en moins s'il y avait pas l'affichage du salaire, ou en tout cas une fourchette digne de ce nom, quoi. Et donc c'est déjà maintenant, quoi. Ouais, et ça, tout le monde le prouve. Hello Work l'a prouvé, OTA en Angleterre, qu'un de nos partenaires l'a prouvé. Gartner, une étude Gartner vient de sortir, ils disent 44% de candidatures en moins sur les postes qui n'affichent pas les fourchettes de salaire. Et souvent, ces études, c'est à salaire égal au final. Hein. C'est-à-dire que Okta, par exemple, c'est une plateforme de recrutement, ils voient le salaire qui a été offert aux candidats derrière. C'est pas forcément « Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est les boîtes qui l'affichent et les boîtes qui payent le mieux. » Non. Autre étude, super intéressante quand même. Une étude de Josh Bersin, un grand cabinet RH américain. Il montre que globalement, ce qui a le plus d'impact sur la motivation des salariés, c'est le sentiment d'être payé de manière équitable. Ça a 13 fois plus d'impact que le fait d'être payé au-dessus du marché. Et donc, tu vois, si tu donnes aux gens, et je sais que ça fait peur à tous les RH, ça fait peur à tout le monde, un tout petit peu de billes sur voilà notre politique de salaire, voilà comment c'est déterminé les salaires à l'entrée, voilà potentiellement les fourchettes de salaire applicables sur les offres d'emploi, sans avoir à débourser, sans avoir à payer au-dessus du marché, on peut créer un lien de confiance. Oui, on vous traite de manière équitable, on est prêt à être plus transparent, qui est énorme en termes de marque employeur. Donc voilà ce qu'on fait pour les encourager à être plus transparents. On fait comprendre aux boîtes que c'est complètement dans leur intérêt, quoi. On n'est pas une boîte à mission, on n'est pas pour une croisade pour la transparence. On pense que les boîtes ont tout à gagner. Et la société aussi. Et du coup, tes clients, ils te donnent les salaires de leur collab. C'est basé sur la confiance. Comment tu les as, les données, en fait? En fait, sans rentrer dans le technique, parce que c'est pas ça le sujet, mais pour comprendre, Ouais, au-delà de sur la confiance, on signe quand même des accords de confidentialité niveau RGPD, etc. Mais l'idée est qu'on va chercher les données, soit en se connectant, ce qui est notre mode de préférence, ce qui est dans 77% des cas, je crois, au système RH de nos clients. Donc, on va se connecter au Silae, Workday, etc. On rapatrie la donnée, on agrège cette donnée, on la restitue, voilà les données agrégées de tous les clients. Soit pour ceux qui peuvent pas, un upload de fichiers Excel ou quoi que ce soit. Basé sur la confiance. Et après, l'autre question que j'avais un peu sur cette acquisition de données, de data, quand j'ai préparé, je me dis mais comment est-ce que vous arrivez à comparer, parce que d'une boîte à l'autre, il y a des fois le même intitulé de poste, mais c'est pas du tout le même niveau de responsabilité. Tiens, on prend le métier de RH. Il y a des boîtes, on va appeler ça DRH, et en fait c'est un équivalent d'un RRH dans une autre organisation. Et ce RRH lui-même, il a un DRH qui peut être payé 20, 30, 44 plus par an. Donc, comment est-ce que tu compares des choses au-delà des intitulés de poste? Je vais pas dire si, franchement, c'est un des trucs les plus complexes dans ce métier. Ah ouais, je vais bien croire, En fait, nous, on a créé notre référentiel de métier et de niveau de seniorité
Et on demande à chacun des clients de se montrer à quoi correspondent leurs postes dans nos postes. Ah oui, d'accord. Donc, ça, vous avez réécrit quelque part un référentiel de on poste. leur dit, voilà ce que c'est pour nous un RRH, voilà ce que c'est pour nous un DRH. Est-ce que cette personne-là, c'est un DRH ou RH? C'est vous qui validez. C'est vous qui décidez. Nous, on va faire des checks, un peu de validation sur la base du titre de poste. Genre, vous avez dit que telle personne faisait tel rôle, ça nous semble incohérent. Ou sur la base des salaires, vous avez dit que telle personne est DRH, mais elle est payée 35 000 euros. Enfin, vraiment, est-ce qu'elle est DRH? Ouais. Et ça, de plus en plus, avec des algorithmes automatisés, notamment avec l'IA, parce qu'on vient de sortir pas mal de fonctionnalités autour de l'IA, là. Mais ça reste la boîte qui doit nous dire, voilà ce que c'est chez nous. Voilà le poste que c'est chez nous. Ok. Oui, donc moi, j'ai même pas, en tant que client, intérêt à mentir sur les salaires pour avoir les salaires des copains. C'est pas le sujet, en fait. Parce qu'en plus, dans les fonctionnalités qu'on donne, on analyse le positionnement marché de chacun des salariés. Ah oui. Donc, si tu racontes des salades... Voilà, on va pas savoir. Alors que nous, le but, c'est de vous dire, attention, chez vous, voilà les salariés qui nous paraissent être payés largement en dessous du marché et qui vont se faire débaucher. Si on donne pas les bonnes données, on n'a pas les bonnes analyses derrière. Et du coup, là, on parle du salaire, mais on sait que le salaire, c'est fixe, c'est bien, mais il y a du variable, il y a des BSCPE, il y a de la participation, il y a de l'intéressement, il y a la prise en charge de X% de la mutuelle. Enfin, il y a plein d'éléments autour de la rému, enfin, le package, c'est très complexe quand même en France. Ouais. Vous arrivez aussi à comparer ces données-là ou donc vous focusez sur le fixe? Ouais, on récupère tout ce qui est monétaire, donc tout ce qui est cash, variable, participation, intéressement. Ça, c'est dans l'outil, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des avantages, c'est très compliqué à intégrer ce qui est monétaire ou pas. Donc on fait des enquêtes et d'ailleurs on va sortir notre enquête annuelle prochainement là. Peut-être on va avoir des retombées presse peut-être jeudi sur quelques éléments sur l'enquête assez intéressantes sur le télétravail, la diminution de la part du télétravail, le taux d'encadrement, etc. Un peu le retour au bureau. Donc ça on le fait sous forme d'enquête. Et pour ce qui est tu parlais des BSPCE et tout ce qui est stock options, ce qui est intéressant, franchement c'est triste. Pour moi, surtout qu'on vient de l'écosystème des startups, c'est que tout le monde veut avoir des benchmarks sur qu'est-ce que font tous les autres. Mais ça, c'est un domaine où autant ils sont très prêts à nous partager les salaires ou les avantages, autant les stock options, beaucoup de boîtes sont incroyablement réticentes, malgré les accords de confidentialité, de nous donner leur information. D'accord, ça je savais pas. Donc on a du mal à faire un état des lieux des stock options, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont réticentes à les donner. Donc tout le monde, là on est encore dans ce moment où tout le monde aimerait avoir des données et se comparer, mais personne veut vraiment le faire. Alors que les salaires, on a franchi ce cas-là. La confiance, elle est créée, on n'a pas de problème. Et tu parles start-up, c'est uniquement les start-up? Non, c'est de moins en moins en fait. Donc c'est ça que dans l'histoire. Ouais, par exemple, je sais pas, de faire travailler sur le marché je suis breton, de l'agro par exemple. J'ai beaucoup de boîtes en Bretagne autour de l'agro ou d'aller dans les métiers de la banque, de la fintech, de l'assurance. Il y a des choses à faire aussi. Alors donc deux choses. Donc oui, on sort du monde des startups depuis. En fait, nous on s'est créé donc le benchmark de startup en France. Après on fait le benchmark des startups en France. On est allé en Allemagne, on est allé en Angleterre, on est allé aux Pays-Bas, on commence en Espagne. Et maintenant on commence à aller de plus en plus dans les entreprises traditionnelles. Donc on a de plus en plus d'entreprises clientes du CAC 40. Tu vois, le Leroy Merlin depuis quelques années, SNCF, Decathlon, des filiales de LVMH. Bon, je pense que c'était quelques-unes. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on diversifie un peu la nature des métiers et des données de salaire que l'on a, et même des ETI un peu de taille moyenne, des boîtes de quelques centaines d'entreprises ne sont pas des startups. Par contre, tu vois, ce qui est compliqué dans le monde du benchmark, c'est d'entrer dans de nouvelles industries. Donc, si tu dis, dans le monde de l'agro, mais en fait, si on va voir un de tes clients qui vient en disant, tiens, moi, je cherche, je sais pas, un ingénieur en agro, combien c'est payé? Mais en fait, nous, comme nos données sont basées sur les données qu'on a récoltées, tant qu'on n'a pas les premiers clients, tu vois, c'est le chat qui se mord la queue. C'est les premiers clients à acquérir, en fait, pour toi, qui sont les plus compliqués, en fait. Exactement. Il y a vraiment parce qu'une fois que tu en as 10, les autres, ils vont suivre, c'est sûr. Exactement. Et donc là, on a réussi à faire ça dans la banque. Là, on a de plus en plus de métiers et de boîtes de la banque. On est en train d'essayer d'arriver à le faire dans le monde de l'assurance. Donc ça, c'est très bien. Je sais pas pourquoi la banque et l'assurance, d'ailleurs, mais on commence à arriver à le faire. Et il y a d'autres domaines dans lesquels on n'a pas percé et il faut arriver à avoir ces 3, 4, 5, 6, 7, 8 boîtes qui viennent, qui nous donnent les données. Et une fois qu'on a les données, c'est la machine à les lancer. Ok. Bon, je t'aiderai, j'essaierai de t'aider sur des boîtes auxquelles je pense et je pense qu'elles auraient bien intérêt. Du coup, je reviens plus sur tes convictions. Je sors un peu de l'outil, je reviens plus sur tes convictions autour de la rému et peut-être ce que tu fais aussi au sein de ton organisation. Est-ce que tu es favorable à une rému variable pour tous? Non. Non, c'est un gros cheval de bataille. Donc, alors, je vais être un peu plus nuancé, c'est que je suis assez fondamentalement contre l'idée de la rémunération variable individuelle en dehors des dirigeants et des fonctions commerciales. D'accord. Moi, je pense alors déjà, je pense, et après, il y a ce que je pense et ce que j'ai vu sur le marché des fois dans ce que je dis. Il y a encore que tu dois avoir plein de choses, forcément. Voilà, exactement. Mais tu parlais de conviction. Je pense que en pratique, c'est trop bien. En pratique, l'idée une partie de la rémunération est indexée sur de la performance individuelle. C'est motivant, c'est stimulant. Là, on récompense la performance, on récompense la super-performance. En pratique, je l'ai quasiment jamais vu marcher. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin, tu verses 100% à tout le monde parce que c'est hyper compliqué moi, c'est ce que j'ai vu dans les boîtes où je suis allé. C'est quasiment partout. C'est quasiment partout le cas. Et en fait,
c'est pas attractif à l'embauche. Donc, tu vois, nous, chez Criteo, le CTO, avant que j'arrive, avait décidé d'augmenter pour les développeurs et les fonctions tech la part variable en disant ça va inciter à la performance. Qu'est-ce qui se passait en pratique? C'est pas attractif. Les gens, ils sont à 50 000 euros. Tu leur dis, on va te payer 52 000 plus 10 000 de rémunération variable individuelle, donc 62 000 de package. Ah non, moi, je regarde pas la rémunération variable, je regarde que le fixe, donc je veux au moins 55 000 pour bouger. Sachant qu'en plus, la rémunération variable chez Criteo, quand je suis arrivé, on venait de 3 années de suite où en moyenne, comme elle était indexée sur le résultat de la boîte, on payait plus de 100% des variables. Okay. Et donc, on a des gens en candidature qui me disent, ah non, moi, je la prends pas en compte, donc je veux 55 000. Donc, au final, cette personne-là se retrouve avec 55 plus 10, donc 65 de package, parce qu'elle voulait pas prendre en compte la rémunération variable. Donc, c'est pas Sauf qu'elle l'avait quand même, quoi. Sauf qu'elle l'avait quand même, et elle la recevait. C'est la politique de la boîte, donc. Et ça devient un dû. Ouais. Ça devient une charge énorme de fixer des objectifs, de les revoir quand la boîte change de stratégie. Ça devient une pénibilité pour les managers. Ça cannibalise les entretiens de performance. C'est-à-dire quand tu as des moments où, souvent c'est annexé sur l'évaluation de la performance, et quand tu as des entretiens annuels où tu es censé parler performance, développement perso, voilà ce que tu as bien fait, moins bien fait, en fait, tu as les salariés qui sont là, ok, juste, je m'en fous des axes de développement, dis-moi si j'ai mon variable, quoi. Ouais, okay. Et donc ça cannibalise un moment important de la vie du RH. En plus maintenant, et encore plus en ce moment, dans des populations principalement jeunes et primo-accédants à l'immobilier. Tu vas à ta banque, tu dis je suis à 55 plus 10, ils disent on prend que 55 pour ton taux d'endettement. On est d'accord. Et donc, tu vois, tu as l'accès au logement qui est un gros sujet pour les populations les plus jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, ça freine. Et donc, ça fait une complexité. Au final, le ROI, il est terrible. Et la plupart des boîtes je connais très peu de boîtes qui en sont satisfaites. Et par contre, je connais peu de boîtes, et certaines qui, à l'époque, quand je faisais un peu de conseil à rémunération, j'avoue avoir poussé dans ce sens, on dit on arrête, on réintègre ça dans le fixe, en fait. Dans le fixe, ouais. Oui, parce qu'en fait, on se ment tous et on frustre tout le monde, et l'employeur et l'employé, quoi. Exactement. Donc, mais par contre, commerciaux, moi, j'y crois toujours. Ouais. Dirigeants indexés sur la performance de la boîte parce qu'ils doivent être responsables. Performance éco, performance ESG aussi. Est-ce que tu... Ouais, bah exactement. Ouais. Moi, j'aimerais bien commencer à introduire ces critères-là. C'est quand même super important et ça envoie des bons messages. Je pense qu'il y a des vraies attentes sociétales autour de ces sujets. Et donc, ça fait le lien avec performance collective, le plan d'intéressement. Et tu vois, l'intéressement, c'est vécu comme un dispositif vieillot parce que ça a été partiellement détourné de son but d'origine. Le plan d'intéressement, c'est intéresser les salariés aux résultats de la boîte, donc partager, ok, ça s'y arrive. Mais c'est peut être aussi un outil fédérateur de la boîte, de fédérer l'entreprise sur des résultats communs. De dire, regardez, si nous on arrive à avoir ces objectifs-là, en tant que boîte, tout le monde gagne. Sauf que les plans d'intéressement dans toutes les grosses boîtes, c'est des usines à gaz que, en fait, c'est devenu des monstres que personne ne comprend. Il faut des fichiers Excel pour les calculer. Voilà, et personne ne les comprend. Donc ce côté alignement des équipes sur les objectifs communs. Donc personne ne comprend, les partenaires sociaux ils comprennent pas, donc c'est des sources de tension en CSE, de surcroît. Voilà, donc, exactement. Ouais. Et donc nous, tu vois, on a mis en place très tôt le plan d'intéressement indexé sur les résultats et le taux de satisfaction client. Et donc on a 2 objectifs annuels. Que tu mesures et qui sont simples à mesurer objectivement. Exactement. Enfin, et donc les gens peuvent le garder en tête, c'est un vecteur d'alignement là-dessus. Donc ça, j'y crois. Mais individuel, le variable individuel, j'avais même fait un article à l'époque, je pense il y a 2 ans, qui était vers la mort du variable individuel. D'accord, j'y crois vraiment. Ok, intéressant. Et pas pour les managers? Non. Même pour les managers, tu mettrais pas un variable indiv? Non. Enfin, en fait, globalement, sauf sur des fonctions où c'est incroyablement simple et il n'y a pas de discussion possible. C'est pour ça que les commerciaux, souvent, c'est assez simple à faire. Oui. Souvent, je vois l'usine à gaz, et je vois pas, aussi, on n'a pas parlé d'un aspect, c'est que, et je suis pas très fan de ces analyses générationnelles, mais quand même, je trouve que de manière générationnelle, il y a moins en moins d'attrait pour la surperformance va amener à plus d'argent. Même dans les commerciaux, moi, il y a 10-15 ans, la nature des commerciaux, c'était un salaire fixe presque au minimum, et tout le reste sur de la commission. Dans l'IMO, c'est ce qui se passe encore classiquement. Ce qui se passe encore, ouais, voilà. Dans l'IMO, c'est un bon exemple. Mais sur pas mal de fonctions, par exemple dans le logiciel, ça a vachement changé. Les gens veulent une proportion de variables, ne fait que diminuer dans les packages fixes. Les gens veulent un fixe confortable, n'ont pas forcément de dire non, mais moi, je viens un couteau entre les dents, un fixe le plus bas possible et tout sur le variable. C'est moins en moins vrai dans pas mal de secteurs. Donc, je vois pas comme un élément motivant en plus. Et on parle donc quelque part une erreur qui pourrait être la mise en place d'un variable individuel pour tous en termes de politique de rému. Est-ce que tu vois d'autres, c'est un peu négatif comme question, est-ce que tu vois d'autres erreurs dans les entreprises qu'il faut arrêter aujourd'hui en 2023? En fait, déjà, je pense que dans les plus petites boîtes, même dans tout type de boîte, en fait, c'est de pas définir ce qu'on appelle la philosophie de rémunération. Et ça, en fait, j'aime pas j'ai une relation bizarre avec ce terme-là parce que je déteste les trucs qui sonnent aussi peu actionnables et concrets que le terme philosophie. Mais par contre, je pense que c'est important de se poser et de dire en fait qui on a envie d'être en tant qu'employeur. Et tu vois, qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de rémunérer. Je te dis chez nous, par exemple, notre philosophie de rémunération, c'est on paye à la médiane du marché. On va pas payer au-dessus. Par contre, au niveau... Chez toi, c'est comme ça? Voilà. Ah, okay. On paye à la médiane du marché, on veut payer à la médiane du marché. Pour le coup, tu le connais. Hein. Et pourquoi on connaît bien le marché?
Par contre, ce qui est de l'actionnariat salarié, on y croit beaucoup avec notre cofondateur, on veut être au-dessus des pratiques du marché. On veut vraiment que ce soit quelque chose de fort, on veut donner beaucoup d'actions. Et pour ce qui est des avantages, il y a un truc auquel on croit beaucoup, c'est l'équilibre vie pro, vie perso et la responsabilisation de chacun. Donc, dans les premiers avantages que l'on va mettre en place et que l'on a mis en place, on a tout de suite pensé à des avantages qui sont indexés là-dessus. Et donc, tu vois, comme se poser les questions de qui on a envie d'être en tant qu'employeur, ça guide pas mal de décisions autour des salaires, autour de la rémunération variable. Est-ce qu'on croit au reward financier de la performance par le bonus individuel? Non, donc on met pas en place de rémunération variable. Et donc, en fait, de définir ces politiques, cette philosophie de rémunération, ça guide beaucoup de nos actions dans ces sujets-là. Et beaucoup de boîtes oublient de se poser ces questions-là et abordent des sujets de manière très tactique. Ok, les avantages, est-ce qu'on met en place le remboursement du sport ou les tickets resto ou ça? Non, en fait, qui vous avez envie d'être? Et ça dicte pas mal des grands principes. Et est-ce que, pour poser une question plus positive, est-ce que tu as, chez tes clients ou d'autres dans ton benchmark, tu as vu des exemples de politique salariale originale, d'innovation dans ce domaine? Est-ce que tu auras des exemples? Alors, tu peux citer, si tu veux, une entreprise ou si tu veux pas la citer. Ouais, j'en citais une. C'est intéressant parce que donc Pixo, ils ont mis en place quelque chose de super innovant qui, je crois, est le futur de la rémunération, même si c'est complexe. C'est la flexibilité. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est pour le coup, les bonus qu'il y a annuels, les salariés peuvent choisir le versement de ce bonus en cash, en action de l'entreprise ou en stock option de l'entreprise, ou en conversion en jour de congé. Ah oui, en temps. Ouais, ok. En vrai, moi, je pense que le futur de la rémunération, ou en tout cas le monde idéal de la rémunération, c'est la flexibilité. Moi, j'adore le monde où quelqu'un pourrait dire... je crois que c'est une boîte belge, Odoo, qui avait pu faire ça de mémoire comme ça, qui avait sorti un simulateur où chaque salarié pouvait arbitrer entre moi, je veux plus de cash. Cette année, je veux plus de cash, par exemple, pour ceci, pour cela. L'année prochaine, je veux peut-être plus de temps. Je suis devenu papa ou maman, tiens, j'ai un peu plus de temps, etc. Ou plus d'avantages, je veux plus ça. Et tu vois, ce côté, en fait, moi, le coût employeur, c'est ça que je t'accorde. Mais toi, tu le ventiles selon ce que tu veux. Est-ce que tu veux du remboursement de sport? Tu fais pas de sport? Est-ce que tu veux... Enfin, ça, je trouve que c'est le futur. La seule complexité, c'est l'administration. Oui. La gestion administrative est complexe. L'individualisation du collectif, mais c'est une attente sociétale. Exactement. C'est ce qu'on est en tant que client, que consommateur. Hein. On veut l'individualisation et on adresse des marques qui font du mass market. Donc c'est le même. Exactement. C'est le même sujet. C'est intéressant en termes d'innovation. Tiens, si on revient sur Lucas, j'ai eu le plaisir d'interviewer. Alors, on a beaucoup parlé effectivement politique. De salariés actionnaires. Hein. Ouais. Il a rendu quand même millionnaire ses premiers salariés, Gilles. Superbe histoire. C'est hallucinant. Ouais. Je conseille à tout le monde d'écouter l'épisode de Gilles parce qu'on l'a vraiment orienté sur ces sujets-là. Et on a peu parlé avec Gilles, mais volontairement, parce qu'il avait été beaucoup interviewé dans d'autres podcasts sur sa politique autour de la transparence des salaires et même de la libre fixation des salaires après 3 ans d'ancienneté. Ouais. Ton avis sur ces politiques-là? Est-ce que tu adhères, tu copie-colles, tu adaptes chez Figure ce genre de sujet? Alors, super. Tu vois, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la philosophie de rémunération. Moi, je vais toujours forcément adorer des boîtes qui se posent et disant voilà les principes qui sont importants chez nous. Donc, tu vois, Lucas, la liberté, la responsabilisation des gens, la transparence, et qui adaptent leurs pratiques en fonction. Donc je peux qu'aimer. Est-ce que ça veut dire que j'ai envie de le faire? Oui. Pas forcément. Ce qui est trop bien, c'est que culturellement, ils vont forcément attirer des gens qui le ressentent, des gens qui partagent. Donc, tu vois, même au travers des pratiques salariales, quand tu prends des pratiques salariales qui sont alignées avec ce en quoi tu crois culturellement, tu vas attirer des gens qui te ressemblent et tu vas retenir les gens qui sont alignés avec ces valeurs. Donc, je ne peux que, même si je suis pas forcément d'accord, et avec le côté autodétermination des salaires, moi, je suis moins fan de ce principe-là, mais je suis incroyablement fan du fait qu'ils le fassent. Un autre exemple que j'adore, Shine, une boîte que j'adore aussi, et qui était parmi les premiers clients Figure, donc je suis un peu biaisé compte tenu de leur histoire, mais ils ont dans leur politique salariale le fait que ton salaire fluctue en partie sur ta situation familiale, le nombre de dépendants que tu as à charge dans l'entreprise. Ça, c'est pas simple. Hein. Et donc si tu as 1 ou 2 ou 3 enfants à charge, par exemple, ou quelqu'un à charge, tes parents à charge, etc. Donc t'es mieux rémunéré. T'es mieux rémunéré. T'as une prime annuelle qui est intégrée dans ton salaire qui est mieux rémunérée. Est-ce que c'est normal que 2 personnes fassent le même job, ne soient pas payées la même chose, avec le même niveau de performance? Il y en a un qui a choisi d'avoir 2 enfants ou qui a 2 enfants et l'autre qui n'en a pas. Tu vois, ça leur appartient. Mais eux, en faisant ça, ils disent nous, on a un rôle en tant qu'employeur. En tout cas, on fait ce choix-là, culturellement, d'aller soutenir les gens. Après, tu prends pas, quoi. Exactement. T'es pas obligé de venir chez nous. Hein. Exactement. Et la DRH, elle me disait mais le nombre d'emails, de remarques qui sont prises sur ce truc-là. Ah ouais, mais exactement. Okay. Mais c'est ça la beauté d'avoir un truc qui est aligné avec ta culture. Les gens, ils viendront pas chez eux. Et par contre, les gens qui disent mais moi, je suis trop aligné, c'est mes valeurs, ça.
que l'entreprise doit soutenir en partie les choix personnels de la personne, bah, ils vont chez eux et ils ont une marque employeur énorme. Vaut mieux être adoré par 20% des gens, et même si t'es détesté par 80% des autres, que de laisser neutre 100% des gens. Ok, c'est hyper intéressant. Je vais revenir sur un autre sujet sur... je crois, et ça m'a intéressé les RH, parce que c'est un sujet du moment, la semaine de 4 jours. La fameuse semaine de 4 jours. Je crois savoir que tu l'as mise en place, mais que tu es revenu dessus. Ouais, exactement. Alors ça, pour le coup, c'est assez rare, parce que déjà, rares sont les entreprises qui ont mis la semaine de 4 jours en place, la vraie semaine de 4 jours, type Welcome, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez, alors je ne sais pas si c'est toi, les salariés, si c'est collectif, cette décision. C'est vraiment intéressant de dire, cette expérimentation, pourquoi est-ce que vous êtes arrivé, in fine, de ne pas le faire, ou de peut-être le faire différemment? Ouais, bah c'est une excellente question. Donc on est revenu partiellement dessus. Donc on avait volonté de le tester. Donc moi c'est un sujet qui historiquement me passionne depuis 10 ans. Pour la petite histoire, quand je revenais d'Australie, on en parlait tout à l'heure, je suis revenu avec tellement de congés que les RH m'ont dit en fait faut que tu les soldes. Et je pouvais pas partir 4, 5, 6 semaines en congé. Donc j'ai commencé à prendre des congés et j'ai dit ce que je vais faire c'est que je vais prendre tous mes mercredis et essayer de voir si j'arrive à faire mon taf en 4 jours plutôt que 5. Et ce que j'ai réussi à faire, je me suis rendu compte que j'étais plus productif, que j'avais un jour off au milieu de la semaine, c'était incroyable. Et donc depuis ce jour-là, ça m'a pas mal fasciné ce sujet de la semaine de 4 jours. Quand Welcome l'a mis en place, avant même que ce soit public, moi j'avais rencontré la CEO pour qu'elle me dise comment ça se passe, qu'elle me dise comment c'était chez eux, etc. Donc j'étais fasciné par ce sujet et j'ai tout de suite dit, un des côtés génial quand tu montes une boîte, c'est que tu peux tester ce genre de choses, tu vois. On a dit qu'on allait le mettre en place. En plus, là, une des premières employées qui est arrivée, la première employée venait de chez Welcome et était en place la semaine de 4 jours. On dit, OK, on va le faire. À partir de juin l'an dernier, on se donne 6 mois de test. On a fait 6 mois de test sur la semaine de 4 jours et ensuite on a suivi, on a essayé de mettre en place des indicateurs, prendre le feedback des gens et tout autour de la semaine de 4 jours. Ce dont on s'est rendu compte, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est revenu dessus. Il y en a 2. C'est qu'en parallèle de la semaine de 4 jours aussi, on a une boîte avec des gens un peu distribués où on faisait revenir les gens au bureau tous les mois. Premier feedback, il y a des gens qui disaient entre la semaine de 4 jours et le fait de revenir au bureau tous les mois avec les transports et tout, j'ai l'impression d'avoir 10 jours de travail effectif dans le mois et j'arrive pas à l'impression de pouvoir faire mon travail. La promesse de la semaine de 4 jours, c'est que tu es censé pouvoir faire ton travail en 4 plutôt qu'en 5. C'est vrai que c'est le temps de transport. Ok, t'as le wifi dans le TGV, mais on a tous testé le wifi dans le TGV. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est quand même pas le niveau d'efficacité, quoi. Et donc, plus de pression sur les jours restants pour essayer d'être efficace, ce qui amenait au fait que, en fait, pas mal de gens se mettaient à bosser leur 5e jour. Ah oui, ok. Et ce qui est vachement intéressant, c'est gênant, je trouve. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, les gens culpabilisaient plus. Enfin, presque le niveau de satisfaction moyen était pire d'avoir une semaine de 4 jours, mais de se retrouver à bosser 2-3 jours, 2-3 heures ou 4 heures pendant ton 5e jour, que de bosser 5 jours. Ouais, parce que ça veut dire, en plus, vis-à-vis de ma hiérarchie, de mon boss, limite je le cache, je vais mettre mes emails, ils vont partir que demain avec Google, machin. Vis-à-vis de mon conjoint, si j'ai un conjoint, il dire, en fait, tu m'avais dit que tu bossais pas, mais tu bosses, donc en fait, c'est quoi ta boîte? En fait, c'est moyen, quoi. Exactement. Ouais. Et ça devenait presque pire que la semaine de 5 jours, parce que je suis censé être off et je me retrouve à bosser. Et en plus, ça faisait un décalage un peu dans l'équipe, parce que les fonctions qui étaient le plus impactées par le fait de travailler ce 5e jour, c'était principalement les fonctions qui étaient face aux clients. Donc, tu vois, les équipes commerciales, les équipes support, accueil des clients, etc. Et qui se retrouvaient en décalage avec le reste de l'équipe, ou principalement les équipes tech, qui, elles, semblaient moins affectées par ce phénomène. D'accord. Et donc, ça faisait un peu une boîte à 2 vitesses, où les gens qui bossaient en face aux clients se retrouvaient à bosser souvent leur 5e jour, à se sentir mal d'avoir à bosser leur 5e jour, et d'autres qui bossaient pas vraiment. Donc, tu vois, boîte à 2 vitesses, sentiment de pas avoir assez de temps pour faire son travail, sentiment d'avoir à bosser ce 5e jour, au lieu d'être off, alors que sur le papier on devrait être off. Et en fait, ce qu'on a fait, on a fait un truc très simple, c'est qu'on a dit on va tenter un système où en fait, au lieu d'avoir un jour de moins chaque semaine, on a un jour de moins toutes les 2 semaines. Donc la quinzaine, j'aime pas, la quinzaine de 9 jours. On a 90%, on va dire. Ouais, voilà. Okay. Et donc en fait là, une semaine sur 2, les gens peuvent avoir le mercredi ou le vendredi off, mais une semaine sur 2. Et ce qui est trop bien, c'est que pour l'instant, le feedback est très bien, c'est que l'écrasante majorité des gens arrivent à le prendre. Ou de temps en temps, ils bossent un tout petit peu, mais très peu. Et en tout cas, ils se sentent bien quand ils ont à le faire, parce que c'est pas beaucoup. Parce que c'est pas un jour par semaine, c'est un jour toutes les 2 semaines, et ça reste quand même un avantage différent que les gens savourent ce 10e jour offert, tu vois. Et donc là pour l'instant c'est un mode qu'on a depuis décembre de l'an dernier et qui marche bien et qu'on compte garder. Ok, c'est intéressant. Tu vois, chez nous t'as le choix entre chaque salarié, tous les ans décident entre 4 jours, 5 jours sans RTT, 5 jours RTT, pardon. Et les RTT, tu peux choisir d'en monétiser ou pas. Ah, c'est génial, on revient sur cette flexibilité tout à l'heure, en fait. On l'a proposé et ça évite les débats entre ceux qui veulent la semaine de 4 jours, ceux qui disent, mais moi, ça me stresse, en fait, la semaine de 4 jours, je préfère mes 5 jours, mes 35 heures, avoir des journées plus cool, parce que le soir, je veux faire telle ou telle chose, etc. Et tout le monde n'a pas la même vie à côté. Mais donc, ça, c'est génial. On y
y revient. Moi, je pense que la flexibilité. Ah bah, je suis à 200% pour moi. Ouais. Donc, ok, ça c'est intéressant. J'accompagne moi pas mal de boîtes sur des sujets d'expérience collaborateur, et entre autres, il y a le sujet des onboarding, des intégrations, il y a le sujet des offboarding, un autre sujet. Mais sujet des intégrations, je vois extrêmement peu d'entreprises, mais alors si c'est quasiment rarissime, qui osent parler de leur politique de rému lors de l'intégration. C'est-à-dire qu'ouvertement, je suis le dirigeant, la dirigeante, je suis le DRH, la DRH, on va parler 1 heure, 2 heures de la politique de rému de la boîte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encourager nos auditeurs, nos auditrices RH à dire mais oui, ce sujet-là, parlez-en lors de l'onboarding. Il n'y a pas que les outils, que la politique RH globale, mais la rému, c'est mis de côté, on va pas trop en parler, les augmentations annuelles, on n'en parle pas trop, machin. Bah évidemment, mais ça c'est donc il y a 2 questions, c'est enfin il y a une remarque et je vais répondre à ta question derrière, mais c'est que ce monde historique, c'est la boîte noire, le monde de la rémunération. Moins on en parle, mieux c'est en tant que RH. Oui, mais les salariés entre eux, ils causent. C'est complètement utopiste, parce que quand t'augmentes un salarié, tout le monde le sait. Moi, j'avais un vieux débat que j'avais avec mon chef avant. J'ai dit, si tu m'augmentes pas de 1 000 euros par an, je dis à tout le monde que tu m'as augmenté de 2 000. J'avoue, c'est pas mal comme méthode de négociation. J'ai pas dit qu'il faut le faire. Mais en fait, les gens parlent mais les gens parlent, et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, le marché va dans ce sens. La directive européenne sur la transparence des salaires qui a été votée en avril va obliger dans les 3 prochaines années les entreprises à publier leur fourchette de salaire sur les offres d'emploi, va avoir un droit d'information du salarié qui va avoir le droit de demander est-ce que je suis bien payé comparé à mes collègues. Il va y avoir la charge de la preuve quand il s'agit de discrimination salariale. Donc actuellement, discrimination salariale, il faut que en tant qu'employé, j'aille attaquer mon employeur et que je prouve que j'ai été discriminé de manière au niveau des salaires, ce qui est super dur. C'est hyper compliqué, ouais. Demain, la charge de la preuve va être à l'entreprise. Si je me fais poursuivre, l'entreprise va devoir dire non, en fait, voilà chaque décision de salaire que l'on a pris, voilà pourquoi on les a pris, sur quels éléments. Donc on rentre dans une ère, et la plupart des grandes entreprises le savent très bien. Là, on parle des entreprises du CAC 40, où ils ont missionné, c'est dans leur gros objectif RH sur les 3 prochaines années, c'est se mise en conformité avec la transparence. Ils l'ont compris. Ah ouais. Et ils sont terrifiés. Okay. Parce que comme on en disait, l'historique, c'est on n'en parle pas, personne ne le sait, c'est sous le tapis. Et donc tout ça pour en dire, ça c'est la direction légale. Et les entreprises malignes, et poussées par des boîtes comme Hello Work qui sont assez innovatrices dans le sujet, vont... le marché va changer avant que la loi, ce soit une loi. Les entreprises innovantes vont commencer à parler de la rémunération aux candidats, vont commencer à parler de la rémunération aux employés. Et derrière, ces employés-là, ils vont dire moi, ma boîte, en fait, ils en parlent à l'onboarding. La politique de salaire, moi, c'est très clair, j'ai accès à un document qui explique comment le salaire est déterminé, comment les augmentations sont déterminées. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Quand ça devient de plus en plus une norme de marché, comme un peu la course des fois à l'échalote des avantages salariés du ticket restaurant, les gens vont dire pourquoi moi, mon copain là-bas, ils sont dans des boîtes qui le font, pourquoi nous on le fait pas ? Et d'ailleurs moi je vais aller dans les boîtes qui le font si on le fait pas. Et ça va devenir de plus en plus une norme. Donc ça c'est inévitable, le rouleau compresseur de la route vers plus de transparence. Et de toute façon, c'est un changement sociétal, on en parlait un peu avant. Les gens vont de plus en plus envie de savoir en tant que citoyen, d'avoir des informations sur ce qui se passe, les décisions qui sont prises. C'est tellement facile d'avoir l'info aujourd'hui. En plus, Exactement. C'est enfantin, je dirais, d'avoir les infos et de communiquer aujourd'hui. Donc, et donc, ça va être le cas au niveau des salaires. Donc, pour répondre à ta question, les entreprises, si elles ne le font pas maintenant, elles vont devoir le faire. Et elles devraient le faire pour avoir un avantage concurrentiel. Ok. C'est passionnant et le temps tourne. Ouais. On pourrait, je pense, parler des heures de ces sujets parce que t'es un vrai passionné de ces thématiques. Alors t'as parlé j'aime bien jouer avec ça, mais du buzzword intelligence artificielle, mais qui est pas qu'un buzzword parce que je pense que ça fait partie de notre vie et qu'on peut pas passer outre. En quoi l'IA va changer les choses sur la rémunération ? Parce que tu dis que tu vas l'implémenter ou tu l'as implémenté peut-être au sein de Figures. Quel est l'usage de l'IA sur le sujet de rému ? Ouais, alors l'usage qu'on en fait déjà. Donc en effet, nous on vient de lancer notre module Figures AI et Figures Intelligence Artificielle. On en parlait tout à l'heure, le manque de données dans certains métiers ou dans certaines industries ou certaines localisations. En fait, maintenant, au lieu de dire désolé, on n'a pas assez de données qui viennent de nos clients, on a fait tourner des algorithmes de machine learning depuis des mois qui permettent de dire attends, on n'a pas assez de données, mais on en a suffisamment pour que l'algorithme arrive à prédire ce que devrait être un salaire d'un responsable marketing à Rome, tu vois, alors qu'on n'a pas assez de données pour te dire voilà la moyenne de tous les responsables marketing qu'on a, mais on en a suffisamment
pour se dire ah tiens en fait on a une tendance et en fait les algorithmes vont dire ah ouais ils vont aller voir les différences entre les responsables marketing et les responsables financiers ou vont prendre les données des responsables marketing dans d'autres villes et en fait tous les algorithmes qu'on a fait tourner depuis des mois arrivent à faire des prédictions assez intelligentes pour estimer des données marché dans des localisations ou sur des métiers ou sur des niveaux de seniorité où d'habitude on n'a pas assez de données. Et en fait ça aide vachement, là on l'a activé et plein de nos clients qui avant ouvrent un nouveau pays, tu vois, ils ouvrent un nouveau pays, une nouvelle, ils sont là mais j'ai pas de données de marché en fait et je demande à droite à gauche, personne n'a de données. J'ouvre à Jakarta, exactement. je fais quoi concrètement? On ouvre en Pologne un centre, on doit recruter quelques développeurs là-bas mais j'ai aucune donnée, je me retrouve à taper sur Google salaire développeur Cracovie et c'est l'enfer. Et donc ça là, c'est l'application de l'IA déjà maintenant qui amène de la valeur pour mieux estimer les données marché, les valeurs marché, etc. Donc ça, on le fait. Ce qui est intéressant, c'est de s'imaginer les autres utilisations qui vont en être faites. Et je pense qu'il y a un endroit où ça va arriver, et ça a pas mal de conséquences positives comme négatives, c'est le sujet des augmentations annuelles de salaire. Où beaucoup, encore, la norme maintenant, c'est de dire, donner un budget au manager et dire au manager... Décide, t'as 2%, donc pour ceux qui travaillent bien, ils auront 2,3 et ceux qui travaillent mal, ils auront 1,7. Voilà. Et tout le monde est mécontent à la fin. Et voilà, tout le monde est mécontent, et en plus 1,8 versus pourquoi j'ai 1,8 alors que lui il a 1,9, et donc on se bat, on est mécontent pour 0,1% du salaire, on revient sur le pourquoi de figure, tu vois. Des 0,1% qui sont des pouillèmes, mais qui sont... J'ai connu ça quand j'étais RH dans des grosses boîtes. Ben voilà, et donc tu vois, et est-ce que demain... ça va être remplacé, ou en tout cas par, en fait, les augmentations de salaire, on met une IA sur les indicateurs de performance, de trucs, et en fait, ça va être débiaisé du pouvoir managérial, ça va peut-être juste plus l'accentuation sur la performance, c'est une IA qui décide. Et tu vois, est-ce que ça, je pense, ça va être un des impacts, c'est de suggérer des augmentations de salaire équitables, si possible non biaisées. Donc on a toujours le problème dans l'intelligence artificielle, où il faut pas qu'on regarde si on a entraîné un modèle d'intelligence artificielle sur les décisions passées qui sont biaisées, c'est compliqué. Mais dans la suggestion des augmentations de salaire par des IA, moi je pense que ça va arriver. Et ça va ouvrir un monde intéressant dans est-ce qu'on doit le suivre, est-ce que vraiment c'est ça, ou est-ce qu'en fait on garde du pouvoir managérial discrétionnaire parce qu'une IA peut pas tout savoir ce que le manager sait. Oui, parce qu'on touche aussi à l'humain. Il peut y avoir aussi des événements, je sais pas, par exemple quelqu'un qui est bien dans son poste mais qui fait une année un peu moyenne parce qu'à côté il a des ennuis de santé, qui se bat des fois, je vais reprendre le cancer at work, enfin, voilà, qui peut se battre contre des maladies bien graves mais qui maintient, qui reste dans son poste, mais qui forcément peut-être peut l'impacter dans ses performances. C'est pas juste de dire c'est une IA qui parce que ça elle peut pas le deviner, elle peut pas le... Moi je pense que ça va, pour ces raisons-là, ça va, par contre ça va passer de la norme, c'est le manager qui décide avec un pouvoir discrétionnaire parfois absolu et parfois mal utilisé et parfois biaisé, à le monde de demain, à mon avis, ce sera des augmentations majoritairement décidées par l'IA avec des exceptions manuelles pour prendre en compte ce cas de figure. Le cas humain. Super, ça c'est top. Aujourd'hui, vous recrutez, vous êtes en expansion? Non, là on se calme un peu. On est passé de l'an dernier à cette époque-là, je crois qu'on était 20, on est 40. Là, on se calme un peu pour les mois à venir. Tous en France ou il y en a un peu partout? Non, on a un tiers en Europe, je crois à peu près, un peu plus d'un tiers, 40% maintenant. En Angleterre, en Allemagne et Pays-Bas. T'es un adepte du remote? Oui, bah forcé. Pour arriver à faire une expansion internationale, etc., on a été un peu obligé de le faire. Ah bah t'écouteras Gilles Sadjié qui est anti-télétravail. Et tu vois, fan des entreprises qui prennent des politiques très claires sur moi j'y crois pas donc je le fais pas. Ouais, donc après c'est des choix. Exactement. Après t'attires ou pas, mais t'assumes tes choix. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Non, on a couvert pas mal là. J'espère qu'on a perdu personne en route parce que, comme tu dis, je pourrais parler des heures, mais non, je vois pas. Alors moi, j'ai une question à te poser. Assez perso pour le coup. Parce que t'es ex-soi de naissance, t'y as travaillé, moi j'y ai vécu, je me suis marié là-bas, vous avez tous l'air de ma vie. Je rêve qu'une chose, c'est de retourner vivre à Aix. C'est vrai. Toi qui as une boîte remote, pourquoi tu vis à Paris et tu retournes pas vivre à Aix-en-Provence, qui est une superbe ville, quoi? La question à 10 000 euros, bah en fait, j'espère ne pas continuer à vivre à Paris trop longtemps, potentiellement. Mais si j'irais à quelque part, je pense pas que ce soit à Aix. D'accord. Et tu vois, d'ailleurs, mes parents, je pense que peut-être qu'il faudrait que j'appelle le Guinness Book des records. Donc moi, j'ai grandi à Aix, ils ont vécu à Aix quasiment toute leur vie. Dès leur retraite, ils sont partis s'installer à Saint-Malo. Et moi, typiquement, je pense que je me vois plus aller vivre à Saint-Malo. Ah bah là, tu veux venir en Bretagne. Il y a une super communauté RH en Bretagne. Alors là, je ne savais pas que tu allais répondre ça, mais pour le coup, ce serait un plaisir de t'accueillir en Bretagne. Ah bah, grand plaisir. Donc, et puis on mange bien, on boit bien. La météo est plus ou moins aléatoire, ça dépend des jours, mais ça le fait. Voilà. Donc, ok. Et pour finir en beauté, est-ce que tu aurais une ou plusieurs, peu importe, solutions RH que tu recommanderais à nos auditeurs et que je pourrais interviewer ultérieurement?
Moi, je suis assez fasciné par ce que fait déjà en fait Simbel sur le marché, donc SIMBEL, donc Loïc et Charles qui ont fondé ça dans le domaine de la formation. Donc c'est un outil pour piloter sa politique de formation. Ok. Et pourquoi je suis fasciné par ça? Parce que moi, en vrai, la formation, c'est toujours le domaine que j'ai le plus détesté dans les RH. Je trouve que c'est long, fastidieux, administratif, les demandes, les relations avec les OPCO, les demandes de remboursement et tout, les plans de formation, le temps qu'on récolte les besoins, qu'on les classifie, que ça, enfin, j'ai toujours trouvé que c'est une perte de temps incroyable. J'ai toujours trouvé que ça avait pas un impact énorme. Et eux, ils essaient de vraiment changer ça et d'offrir une expérience côté déjà RH, non seulement salarié, manager, mais aussi côté RH, génial. Et la formation, donc si tu veux, expérience RH ou expérience utilisateur et formation, pour moi, ça a été les mots les plus opposés historiquement. Okay. Donc une boîte qui se lance en disant, non, c'est pas un état de fait, on peut créer une super expérience, on peut faire de la formation un levier impactant pour les entreprises et on va créer cette boîte-là. Je suis assez fasciné. Parce que moi, j'y croyais pas du tout au début. Ah merci, je vais regarder, puis je vais les contacter, puis j'arrive pas à les contacter, au pire je te demanderai de l'aide. Avec plaisir. Et un podcast que t'écoutes, qui est pas forcément RH, un podcast que t'écoutes, que t'aimes bien écouter, qui t'apporte quelque chose? Moi, j'écoute très 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 peu de podcasts business ou RH, etc. Enfin, si de temps en temps, c'est faux quand même, j'en écoute un peu, mais en fait, je passe tellement ma journée dans le business que quand j'en sors des fois. Pas en réunion, parce que je sais que t'es en réunion, t'es anti-réunion. J'ai entendu ça. Pas beaucoup, ouais, exact, très peu. Donc en effet, beaucoup de, sera absolument, on aurait pu sujet d'asynchrone, de vidéos asynchrones auxquelles je crois beaucoup. Mais donc je sors peu de podcasts business, un peu RH, etc. Mais non business, j'aime beaucoup Hardcore History, donc c'est un podcast sur l'histoire fait par quelqu'un qui s'appelle Dan Carlin et qui prend des sujets comme moi mon préféré ça a été probablement ceux sur la Première Guerre mondiale et c'est je pense 5 ou 6 épisodes de 4 heures. Ah oui, ok. Ouais, il va un peu en profondeur, j'adore, elle en a fait un sur les Mongols, l'Air Khan, Gengis Khan, etc. Et ça je trouve ça vachement intéressant à écouter, relaxant, en courant, en faisant du sport, en nageant quand j'avais les oreillettes pour nager et c'est mon énorme kiff. Ok, si besoin, si on souhaite te contacter, est-ce que tu es joignable par LinkedIn ou t'es LinkedIn, si. Ouais, tu réponds. Si je réponds, j'y passe pas mal de temps, j'essaie de faire des posts si possible intéressants sur la rémunération, pas que entre deux vidéos stupides, on fait des posts sur la rémunération. Je vous conseille les vidéos de Figures, je dirais pas plus, mais regardez-les. Ouais, donc si LinkedIn c'est très bien. Ok, merci, un grand merci Virgile pour ta transparence, tes convictions, ton accueil. Merci à toi. Ça c'est super chouette. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité, puis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!